Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de JDR Paresseux. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cactus Fée pour une lettre d'amour sur Monster Arts, dont elle vous parlera en long et en large. Mais en premier, je voudrais lui demander de se présenter pour les quelques personnes qui la connaissent pas déjà. Bonjour, Omnic, merci de l'invitation. Comme tu l'as nommé, moi c'est Gab, Cactus Fée JDR, c'est ma chaîne YouTube qui parle de jeux de rôle. Je suis une rôliste et maîtresse de jeu passionnée qui aime justement là, partager cette passion-là à travers justement souvent un regard engagé et féministe. Ma chaîne vise principalement à mettre les dames du milieu de l'avant, mais pas que. Essentiellement, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux jeux qui ont peut-être un peu moins, malheureusement, là, de spotlight sur les grandes scènes de ce monde. Fait que j'essaie de vous faire découvrir un peu mes coups de cœur surtout ben, de partir des discussions sur ce hobby qui nous réunit tous. Si vous êtes ici en ce moment, c'est que en quelque part, ça vous rejoint aussi. C'est à peu près ça. Ben, c'est bien, c'est pas mal ça qu'on vient faire aujourd'hui. On va parler d'un jeu qui a quand même fait sa marque, disons, dans le milieu indie, mais je pense qu'on n'en parle jamais trop. Puis si je me trompe pas, il y a eu récemment une nouvelle version française qui est parue, donc c'est un moment parfait pour ça. Donc, la première chose, ben, comment t'as entendu parler de Monster au début, si t'en souviens, ou qu'est-ce qui t'a attiré, là? Je ne me souviens pas exactement de où j'en ai entendu parler la première fois. Attends, non, je pense que oui, je pense que je m'en rappelle. Il me semble que c'était un panel de Ludipsy à Draconis qui parlait justement d'inclusion dans le jeu de rôle. Et c'était un des jeux qu'elle avait mentionné justement pour ce côté découverte de soi et la facette queer qui est un peu mise de l'avant finalement, même si ce n'est pas que ça. Ça fait partie de l'identité de ce jeu-là. Puis la prémisse m'intéressait que pour une fois, ben, c'est nous qui jouons les monstres. Je trouvais que c'était bien intéressant. Surtout dans une période qui est aussi charnière que l'adolescence où on bâtit notre identité. Fait que c'était quelque chose qui m'avait plu. Fait que j'avais commencé à lire sur le sujet, je me suis procuré le jeu. Puis dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui voulaient jouer, mais peu qui voulaient le maîtriser. Fait que j'ai fini par me lancer par moi-même. J'avais fait quelques parties avec le podcast Pas de nom, jadis naguère. Mais c'est ça, après la courte saison, je me suis lancée de mon côté, là. Puis t'as déjà évoqué pourquoi le jeu est unique, tu sais, le fait qu'on joue les Mhm. monstres. Puis en plus, c'est pendant l'adolescence. Je sais pas si tu voudrais parler un peu plus que ça, ça joue, qu'est-ce qui est différent dans le fond du fait de jouer un monstre là-dedans. Mhm. C'est que, en fait, le jeu, ce qu'il explore, c'est beaucoup plus les relations interpersonnelles puis la recherche d'identité que par exemple, compléter une quête ou suivre vraiment une grosse intrigue en trame de fond. Il peut avoir une grosse intrigue en trame de fond, mais c'est pas nécessaire pour que le jeu soit exploité à son plein potentiel. Il y en a qui vont carrément vraiment pas dans cette optique-là puis qui font juste créer des scènes où les personnages vont interagir avec eux et l'histoire, justement, par sa proposition, devient assez, je cherchais le mot en français pour feral, mais assez sauvage Hmm. pour que ça s'entretienne de soi-même. Parce que justement, ce que le jeu propose, c'est que chaque joueur va jouer un monstre. Il y a ceux que le jeu propose de base, qui sont dans les classiques vampires, loups-garous, fée. Il y a aussi quelqu'un qui fait un pacte avec le diable qui est l'infernal, le fantôme. Et chacun de ces livrets-là vient un peu dépeindre des problématiques sociales ou des enjeux sociaux que les gens peuvent vivre, que ce soit à l'adolescence ou même à l'âge adulte. C'est juste qu'à l'adolescence, tout est beaucoup plus intense. Tout est beaucoup plus grave quand on est dans cette période-là. C'est nos premières expériences. Fait que, tu sais, par rapport, tu sais, par exemple, comme le fantôme que lui,
tout ce qui est ses moves, dans le fond, ses manœuvres sont plus d'un point de vue que, ben, c'est quelqu'un d'un peu plus effacé, un peu plus marginal, qui est un peu mis de côté. Le loup-garou, c'est le côté un peu plus impulsif. Le vampire, c'est beaucoup plus au niveau de, l'espèce de ligne, de est-ce que je respecte le consentement des autres? Fait que c'est des grandes thématiques sociales. Fait que quelqu'un qui tripe sur la psycho et la sociologie, ça va être un jeu qui va certainement vous parler. Puis une autre de ses particularités, c'est que justement, ça vient jouer avec la façon dont les autres vont venir nous influencer au quotidien. Je sais que dans certaines vidéos que j'ai vues, euh, ça avait été un peu dépeint à la négative parce que la sexualité est un sujet qui est quand même assez central de ce jeu-là. Bien qu'il y ait, quand même des réflexions qui ont été faites pour des gens qui voudraient jouer des personnages plus asexuels. Une des choses aussi que je trouve que, le jeu propose qui est intéressant, c'est, l'espèce de, mécanique en anglais, ils disent des strings. Je pense qu'en français, Lapin-Marteau l'a traduit par les ascendants. Si ma Oui, mémoire je est bonne, pense. mais ça se peut que je me trompe. Qui reflète vraiment de quelle façon ton entourage, quand tu es adolescent, tu es tellement malléable encore dans qui tu es, puis de la façon que tu te présentes au reste de la société. Les autres joueurs peuvent avoir justement des strings ou des ascendants sur toi, qui est comme une espèce de monnaie, dans le fond, dans le jeu, si on veut, qu'on peut dépenser pour justement aller influencer les comportements des autres joueurs autour de la table. Fait que ça, je trouve que c'est une mécanique qui reflète bien justement l'esprit de ce jeu-là. Puis j'avais évoqué justement le côté un peu plus sur la sexualité. Je pense que c'était là-dessus que j'étais partie tantôt, mais en fait, le côté de la sexualité dans ce jeu-là, de la façon qui est amenée, c'est que, étant donné que tu es un peu en recherche d'identité, ben, c'est un peu flou. Qu'est-ce qui va venir te chercher? Qu'est-ce qui viendra pas venir te chercher? Puis de quelle façon tu vas pouvoir influencer les autres aussi quand tu leur accordes ton intimité. Fait que je trouve que le jeu propose quelque chose d'intéressant à ce sujet-là, qui a été malheureusement parfois malmené dans d'autres podcasts ou vidéos que j'ai vus où les gens se disaient, ben voyons donc, on met de l'avant la sexualité chez les adolescents, mais de un, c'est humain, et de deux, c'est pas fait de façon à ce que ce soit tant l'acte sexuel qui est Mm. important, parce qu'on peut très bien le jouer avec un fond au noir comme je le fais à mes tables. C'est plus, qu'est-ce que ça change une fois que tu as eu de l'intimité avec une personne, quand tu es dans un moment qui est beaucoup plus vulnérable dans ton développement en tant qu'humain. Fait que je trouve que c'est toutes des choses qui sont bien intéressantes de ce que ce jeu-là propose. Et il y a le côté justement de, d'essayer de garder son humanité quand il y a beaucoup de choses émotivement qui se passent. Puis de quelle façon est-ce que cette espèce de monstre intérieur-là, tu es capable de le gérer ou non quand justement le chaudron déborde et que tu perds tes moyens. On appelle ça le darkest self dans le jeu, là, qui est le côté justement de la bête qui prend le dessus sur l'humain. Puis une des choses que le jeu propose au maître de jeu, c'est de justement rendre les monstres plus humains Oui. au niveau des interactions et de montrer le côté monstrueux des humains de son côté pour espèce de jouer avec cette espèce de limite-là au niveau des comportements. Fait que c'est toutes les raisons pour lesquelles je trouve ça bien intéressant ce jeu-là, puis je trouve qu'il est différent de ce qui est proposé habituellement. Non, ça c'est sûr. Puis on l'a pas dit explicitement, mais c'est un jeu qui se passe à l'époque moderne, généralement. Oui. Euh, Comment on développe l'univers dans un jeu comme ça? Parce que c'est quelque chose dont je veux parler d'ailleurs dans une vidéo bientôt sur les jeux propulsés par l'apocalypse, puis la façon dont, entre autres, les maîtres de jeu peuvent développer de manière émergente l'histoire, puis le contexte, tout ça. Toi, comment tu vois ça? Parce qu'il n'y a pas un univers qui vient avec, il n'y a pas comme une ville avec des personnages joueurs, tout ça. Tout ça, c'est créé pendant le jeu, c'est ça. Mhm. Oui, c'est sûr qu'il y a un travail en amont à faire Mhm. de la part du maître de jeu pour créer cet univers-là, ce carré de sable-là qui est très flexible après, habituellement, là. C'est sûr qu'après, ça dépend du maître de jeu, mais ça se veut relativement flexible comme jeu. C'est vraiment de la façon que les joueurs vont vouloir interagir avec cet univers-là. Une chose qui est proposée,
c'est de faire un plan de classe. Parce que, étant donné qu'on joue des adolescents, souvent ça va se passer dans un contexte qui peut être scolaire. Fait que quelque chose qui peut être intéressant, c'est de bien préparer les personnages non joueurs qui vont meubler cette classe-là puis interagir avec nos joueurs. À la première session ou à la session zéro, de dire à tes joueurs, ben, où tu veux t'installer dans la classe. Parce que si on se reprojette il y a jadis naguère, il y a longtemps, pour Omnic et moi, euh, en fait, là, parce que peut-être que vous êtes plus jeunes, vous, à la maison, mais nous, on est des vieilles personnes. Euh, L'endroit où on se place dans la classe au secondaire a toute son importance. C'est Mhm. un statement social. Parce qu'il y a justement des normes, il y a des dynamiques entre certains groupes. Fait que ça peut vouloir dire beaucoup de choses où tu vas t'installer. Fait que déjà là, de voir où les joueurs vont s'installer, ça va probablement influer beaucoup sur qu'est-ce qui va se passer dans ce carré de sable-là. Fait que je pense que d'avoir des personnages non-joueurs qui ont des personnalités fortes ou effacées, mais tu sais, qui ont des personnalités, disons, marquées, Mhm. c'est quelque chose qui va venir justement beaucoup habiller l'ambiance puis créer des situations. Il y a quelque chose dans le livre de règles qui m'a marqué puis que maintenant j'applique à pas mal toutes mes parties, même pas du Monster Heart, c'est que ce que l'autrice propose, c'est de traiter les personnages non-joueurs comme des voitures volées. Donc, comme quelque chose qui peut être éphémère, qui est comme une ressource que tu peux te débarrasser rapidement au besoin pour garder justement cette espèce de thrill là, dans le jeu, de garder cette tension-là Mhm. d'un point de vue narratif. Fait que je pense que ça réside vraiment dans la préparation plus au niveau des personnages. Après, oui, c'est intéressant de dire bon, ben, cette ville-là va ressembler à quoi. Le jeu propose que ce soit dans une petite ville où justement les gens sont un peu plus tissés serrés. Donc, on connaît un peu tout le monde. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de proximité dans des petites villes qui rend l'expérience pas mal plus vivante, je trouve. Ouais, puis le contexte, que ça soit dans une école secondaire, en plus que ça soit des ados, c'est aussi pour que ça soit un environnement relativement fermé, puis duquel tu peux pas vraiment fuir. Tu sais, que Non, genre, c'est tu ça, tu as des es obligé obligations, d'y là. aller. Puis moi, en ce moment, là, on est en train de terminer une campagne que j'ai fait de Monsters, dans laquelle c'est des jeunes adultes, mais qui travaillent tous dans un fast-food, dans un diner, mais qui ont besoin d'être là parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Fait que oui, ils pourraient s'en aller puis comme quitter l'histoire, mais ils ont une raison pour tout être là. Puis tous ces gens-là, nécessairement, s'entendent pas nécessairement ensemble. Mais c'est pour ça que de façon classique, c'est l'école secondaire. Mais il y a quelques exemples dans le livre. Je pense que le fast-food c'en était un, justement, de setting Mhm. alternatif. Puis ça mène un Ou peu un à. camp d'été, ou tu Ouais. sais, il y a comme plusieurs d'autres dynamiques, mais le principe, c'est d'être pas en huis clos, parce qu'il y a des scènes quand même qui se passent à Oui, oui, l'extérieur de avec cet la endroit famille, puis central-là, tout ça. Ouais. mais t'es comme obligé d'interagir même avec des gens que t'aimes pas. Tu sais, c'est un peu ça le nerf de la guerre, là, pour créer des situations. Contrairement à la vie adulte où tu interagis juste avec des gens que tu apprécies. Et passons à la prochaine question. Oui. Puis justement, quand on parlait de différents contextes, bon, la majorité du temps, c'est dans une école secondaire, puis bon, les livrets, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de livrets quand même. Tu peux en parler s'il y en a que tu apprécies particulièrement, mais qu'ils ont été faits par des tiers parties. Mais bon, quand on prend le Mhm. livret de base, on a quelques-uns, puis souvent les trames narratives sont similaires. Fait que je te demanderais, c'est quoi pour toi qui amène la rejouabilité au jeu? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu y reviens à Monster Hearts? Ben, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que j'ai tenté une expérience que finalement on n'a pas terminée parce que la vie étant ce qu'elle est, mais euh, la première partie que j'avais faite avec mon premier groupe vraiment que j'ai maîtrisé du Monster Heart, j'ai pris comme la même trame narrative, puis je voulais amener Mhm. dans un autre groupe où Omnic était joueur, pour voir à quel point, justement, même avec la même prémisse, on peut arriver à deux histoires complètement différentes et s'étaler à mille lieues. Fait que je pense que, dépendamment des joueurs autour de ta table, des livrets, parce que ça vient vraiment teinter la personnalité puis les réactions à cet univers-là que tu proposes, que les joueurs vont avoir, je trouve que
ça peut tellement aller dans plein de directions différentes que même la même histoire ne sera pas la même histoire au Mhm. final. Tu changes les NPC, tu changes des fois juste la situation géographique. Tu sais, même histoire, même livret, mais joué par d'autres personnes, mais juste dans une ville côtière au lieu d'être dans une petite ville ouvrière, puis ça va donner des situations complètement différentes, tu sais, parce que le contexte est différent. Fait que je pense que de ce côté-là, ça peut être quelque chose qui fait que le jeu a une bonne valeur de rejouabilité. La seule chose, c'est qu'étant donné que c'est un jeu qui vient parfois brasser des choses ou qui provoque des émotions très fortes, je pense que ça peut être bon de se laisser du temps de flottement en deux campagnes des fois. Mais sinon, c'est très possible de faire plusieurs parties sans se lasser, là. Ça, c'est certain. Oui, on en a fait l'expérience, donc c'est scientifiquement prouvé. C'est scientifiquement prouvé avec mon très petit bassin de cobayes. Euh, Puis en parlant de tes cobayes, as-tu une anecdote qui pour toi représente bien le potentiel du jeu? Quoi que ça peut être dans une partie où tu étais joueuse aussi, là. Mhm. Là, j'ai comme plein d'affaires qui me se bousculent dans ma tête, mais je pense que un des très bons exemples, j'ai une de mes joueuses, Steph, que vous voyez souvent sur ma chaîne, pour ceux qui viennent de mon côté parfois. Dans le fond, elle joue une goule dans cette partie-là. Et elle est inséparable d'un NPC dans cette partie-là qui s'appelle Marisol. Elle, son personnage, c'est une goule qui s'appelle Léa. Et à un certain moment, Léa a vécu une situation traumatisante et elle est tombée dans son Darkest Self, donc dans sa part d'ombre, son côté plus animal. Et chaque Darkest Self de chaque livret s'articule de façon différente pour refléter le monstre qui émule, dans le fond. Et la goule, c'est cette espèce de besoin de se nourrir jusqu'à over-satiété, finalement, là, d'aller au-delà de ce qu'elle a besoin pour se nourrir. Donc moi dans un buffet. Donc, fait que Léa était devenue omnique dans un buffet, Et mais le ça buffet finit était mal. la forêt à Val d'Or et le buffet était sa meilleure amie. Euh, Elle s'est comme poussée de l'école, sachant justement que cette pulsion-là était en train de prendre le dessus. Elle s'est rendue dans la forêt et elle a trouvé sa meilleure amie et son crush du moment qui était en train de passer un petit moment à foxer les cours en forêt et à profiter de la vie dans un petit abri de fortune. Et malgré que ce personnage-là était la personne la plus importante aux yeux de Léa à ce moment-là, la pulsion était tellement forte qu'elle a dû s'attaquer à, euh, à sa meilleure amie et elle l'a presque tuée. J'avais laissé au hasard à ce moment-là les chances de survie, j'avais fait un pourcentage, puis on a été chanceux, elle a fini par en survivre, bien qu'elle ait été très amochée et à l'hôpital un bon moment. Euh, mais ce que ça l'a amené dans le cheminement de ce personnage-là, de Léa, d'un, Steph, elle m'en a voulu quelques jours. Ouais, c'était positif, là. On est tous consentants, puis on respecte les lignes, les voiles et tout ça, là. Mais ça lui a vraiment fait vivre des grosses émotions. Fait que, tu sais, je pense que si c'est quelque chose qui vient vous titiller, là, d'aller vivre des affaires, là, je pense que c'est un jeu qui peut être intéressant. Fait que, tu sais, de voir justement cette espèce de ligne entre l'humanité et le monstre, je trouve que c'est un bon exemple. Parce qu'en temps normal, elle aurait jamais fait de mal à sa meilleure amie. Elle aurait pris une balle pour cette fille-là, tu sais. Et là, malheureusement, ben, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment et elle devait se nourrir. Fait que je trouve que c'est une situation qui reflète bien, justement, cette espèce de perte de contrôle, tu sais, tu sais, un adolescent qui pète une latte, là, ben, c'est un peu ça que ça émule, mais version avec des monstres. Donc pour les gens qui veulent vivre des sensations fortes au niveau émotionnel, qui sont peut-être un peu masochistes aussi, Ah, euh, il faut, ouais, il faut un peu, oui. puis tu as évoqué les lignes puis les voiles. Je sais pas si tu voulais parler un peu de comment utiliser les outils de sécurité émotionnelle ou comment qu'est-ce que ça permet dans un jeu comme ça. Ben, je pense que pour tous les jeux, il y a une discussion qui doit être faite avant de commencer, là, à la partie zéro, sur
qu'est-ce qu'on vient chercher, c'est quoi nos limites, qu'est-ce qu'on peut aller effleurer, qu'est-ce qu'on touche pas, du tout. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, malgré tout, dans la façon que le jeu est fait. Tu sais, outre les outils de sécurité émotionnelle, là, parce que Mhm. bien sûr, j'utilise la carte X et tout, mais je me dis que si les gens écoutent tes vidéos, ils savent c'est quoi une carte X, ils savent c'est quoi des lignes et des voiles. Euh, mais au-delà de ça, ce que je trouve bien, c'est que ça laisse quand même justement la place aux joueurs de se positionner sur la façon dont ils veulent réagir. Par exemple, on parlait plutôt de ce qu'on appelle dans le jeu le sex move, Ouais. qui est une manœuvre justement de bon, ben, ton personnage fait quelque chose, ça se peut que ça titille un intérêt chez un autre joueur ou NPC. Il y a un jet de dés qui est fait à ce moment-là et quand c'est réussi, euh, il y a des réactions qui sont possibles. Et les réactions ne sont pas, même si c'est réussi, toutes je couche avec cette personne-là. Fait qu'il y a toujours cette je peux devenir embarrassée, puis il y a un malaise qui est palpable. Je peux aussi te faire une promesse de quelque chose que je pense que c'est ce que tu veux, tu sais. Et il y a, oui, s'il y a consentement, ben là, ça peut se donner et tout, mais c'est jamais une obligation. Mm. Le Darkest Self, c'est autre chose, parce que là, c'est une perte de contrôle, mais au moins, même si la manœuvre du sex move est réussie, le joueur a toujours la gentilité de dire je ne vais pas là, je ne veux pas aller là. Et le système, justement, propose aussi une manœuvre pour les gens qui sont vraiment pas à l'aise d'aller dans cette zone-là. Là. Votre personnage peut être asexuel, il n'y a aucun problème avec ça. Fait que je pense que ça vient soutenir, Mhm. justement, ce côté-là, là, des lignes voiles ou de sécurité Ouais, émotionnelle. puis une note sur le Dark SF, même dans les coins les plus sombres des personnages, souvent c'est les joueurs ou les joueuses qui décident d'y aller parce Mhm. que c'est une option, par exemple, pour ne pas mourir. Quand on prend trop de Ouais. dégâts, on peut choisir d'aller dans son Dark SF. Les différents livrets peuvent avoir des déclencheurs comme l'infernal, par exemple, celui qui fait avec le pacte avec le diable, si il est rendu trop loin, puis il a été trop profondément, puis son patron infernal, par exemple, a trop de strain sur lui. C'est des choses qui peuvent. Généralement, c'est des choses qu'on discute avec le maître de jeu où on veut aller. C'est vrai que c'est Mhm. aussi un move de maître de jeu, c'est quelque chose qu'on peut amener au personnage comme contre son gré, mais c'est il dit spécifiquement dans le livre de faire attention, puis vraiment juste quand c'est dramatiquement approprié, puis au point Oui. où le personnage serait arrivé au bord du gouffre, puis généralement, dans ce jeu-là, ça, les joueurs ou les joueuses décident, ont pris des décisions qui l'ont amené jusque-là. Ça vient pas de. C'est Mhm. pas comme pour les punir là, non plus. Non, c'est ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de charmant dans cette proposition-là, d'aller jouer l'excès d'une façon ou Mhm. d'une autre. Je pense que c'est quelque chose que la majorité des gens qui décident de se commettre à ce jeu-là ont envie d'expérimenter aussi, là. Oui, Tu sais, puis il y a des exceptions dans tout, puis tu sais, j'ai déjà eu des joueurs qui étaient moins all-in quand ils faisaient leur Darkest Self, c'est tu ça. sais, que c'était comme plus difficile pour eux d'aller là. Euh, Parce que c'est pas intuitif, parce que majoritairement, les gens sont des bonnes personnes, puis on essaie de respecter les autres, puis de leur faire attention. Fait que c'est un peu, des fois, confrontant d'aller dans ces zones-là, mais ça peut être aussi très cathartique. Mais effectivement, il y a tout le temps cette espèce de filet-là de, ben, t'as des options aussi si t'es pas à l'aise de te rendre là. Fait que je Mhm. pense que la façon que le jeu est construit, ça vient comme main dans la main avec justement les limites de tous et chacun. Fait que je trouve que le jeu est cohérent avec la sécurité émotionnelle. Oui, tout à fait. Puis en espérant qu'avec tout ça, on n'a pas trop intimider les gens d'y jouer, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer, soit comme joueureuse ou comme maître de jeu à Monster Arts? Euh, je dirais de un, comme on vient de nommer, c'est super important de mettre des bases claires avec tout le monde impliqué dès le départ. Euh, Puis j'ai envie de parler d'une situation qu'on n'a pas touchée, mais euh, il peut y avoir un côté, j'aime pas dire ça parce que je suis pas psychologue, puis j'ai pas cette prétention-là non plus d'être en mesure de donner des conseils à qui que ce soit, là. Suivez pas mes conseils dans la vie, là, mais tu sais, je sais que, par exemple, moi, j'ai une femme trans à ma table, puis qu'elle m'a confié que ça a été réparateur pour elle
de pouvoir aller jouer une adolescente parce qu'elle avait pas vécu son adolescence en tant que femme, puis que ça lui a fait du bien, tu sais, d'expérimenter ça d'une autre façon. Ce n'est pas une thérapie, c'est pas un simulateur d'adolescence, mais ça peut avoir ce côté-là qui vient faire du bien. Ou si vous avez une adolescence un peu plus difficile, ça peut venir comme closer quelque chose. Euh, c'est sûr qu'on n'est pas thérapeute, puis je veux vraiment pas que ça sonne comme ça non plus, mais il y a quelque chose de beau dans ce jeu-là par rapport à ça. Fait que je pense que c'est important quand même de noter que justement, ce n'est pas une thérapie, c'est pas. Tu sais, oui, on va dans des zones difficiles, oui, ça vient peut-être brasser des affaires, mais il faut être conscient que ça reste un jeu, puis qu'il faut que ça reste dans cet esprit-là. Euh, je pense que c'est important en tant que joueur de ne pas se retenir. Souvent, ce que je vois, c'est que les gens osent pas. Parce que justement, on est habitué d'être très dans on fait attention aux autres, tout. C'est ce qui fait que ce jeu-là est intéressant, c'est que on est des adolescents. Les adolescents, ça prend pas tout le temps des bonnes décisions. Ça peut être impulsif. Euh, Fait que lâchez-vous lousse. Amusez-vous. Tu sais, c'est supposé aller de soi, c'est un jeu, là, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. C'est juste lâchez-vous lousse, mettez-vous dans la tête de justement comment vous étiez, puis comment vous dealiez avec les émotions quand vous aviez 15-16 ans. Là. On gérait pas nos émotions de la même façon, là, pour la plupart. Là. Fait que je pense que c'est de vraiment aller se reconnecter à ça, puis d'accepter les propositions des autres, d'être ouvert. Mais ça, je pense que ça va pour tous les jeux. Oui. Mais sinon, pour les maîtres de jeu, de garder une souplesse, tu sais, de se garder, tu sais, oui, il faut que tu aies des personnages non-joueurs forts, mais je vous dirais, tu sais, de comme nommer certaines choses qui sont vraies pour vous, pour ces personnages non-joueurs-là, mais de vous garder de l'espace Mhm. pour être capable de rebondir puis d'aller appuyer sur les bons boutons des joueurs pour créer des situations intéressantes. Fait que de se garder une certaine flexibilité. Je pense que ça prend des maîtres de jeu qui sont capables de vraiment laisser aller leurs joueurs, de juste rajouter de l'huile sur le feu au bon moment, de prendre des opportunités. Je pense que ça prend beaucoup d'écoute comme jeu. Puis je pense que ça prend une certaine capacité à surveiller sur un scène puis à improviser. Moi, ce que j'ai appris comme maîtresse de jeu, parce que j'ai commencé à maîtriser de façon plus régulière avec ce jeu-là, Oui. c'est que ce jeu-là m'a vraiment amené une grosse différence avec le temps dans ma façon que je me préparais pour mes parties. J'ai beaucoup facilité puis épuré ma façon de préparer mes parties grâce à ce jeu-là. Fait que voilà. Mais allez en paix, là. Ça va bien aller, vous allez avoir du plaisir, mais parlez-vous, c'est important. Oui, puis beaucoup des trucs que tu as donnés, je pense, sont utiles pour maîtriser n'importe quel jeu propulsé par l'apocalypse. Et ça, il faudra vraiment, comme je disais, que je revienne dans une autre vidéo. Mais là, on arrive déjà à la fin de notre lettre d'amour. Est-ce que tu as des derniers mots pour ce jeu que tu affectionnes particulièrement, Monster Hearts, que tu voudrais partager? Un mot de la fin. euh, Si vous avez envie d'essayer quelque chose de différent, si pour vous, tout ce qui est plus psychologique, relations interpersonnelles, vivre des émotions fortes, c'est quelque chose qui vous allume, pour vrai, procurez-vous ce jeu-là, essayez-le. Pour vrai, c'est très défoulant, libérateur, ce jeu-là. C'est un jeu qui gagne à être découvert. Puis en plus, c'est un jeu qui a été quand même écrit par une Canadienne queer. Fait que je trouve que c'est toujours un plus là, d'aller encourager des initiatives puis des beaux produits, des beaux projets comme ça qui viennent justement d'une communauté qui peut être plus marginalisée. Fait que je trouve ça toujours bien intéressant. Oui, et je vais mettre le lien vers ces jeux en description. Et aussi, je vais vous inviter, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller
suivre, vous abonner à la chaîne de Cactus Fille JDR, qui tout le temps sort des vidéos comme ça avec autant de sagesse et de bons conseils euh, Hmm. et de wokeness. Et, Oui, ouais, mais oui, merci d'avoir pris le temps de venir me jaser, c'était très apprécié. ça fait Euh, plaisir. Puis ça, j'espère que vous allez continuer de jouer, mais moi je retourne paresser un peu. Bye, à la prochaine!